Je suis Laetitia Farine, rédactrice en chef de Care News, le média des acteurs et des actrices de l'engagement. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. On continue à parler entrepreneuriat et engagement avec notre table ronde suivante. Si vous avez suivi l'actualité de l'investissement et de la finance à impact, vous n'avez pas pu passer à côté de l'actualité de mes deux prochaines invitées. Merci d'accueillir chaleureusement Marie Eklund, fondatrice et CEO de 2050, et Tatiana Djama, cofondatrice de Sista et fondatrice de Sista Fund. Bonjour Tatiana. Ouais, absolument. Ça va aller avec le soleil ? Bonjour et bienvenue à toutes les deux du côté des planches de cette scène de la REF dédiée à l'engagement. Quel plaisir de vous recevoir toutes les deux. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir deux dirigeantes à la pointe sur les questions de l'investissement à impact. Et je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'égalité économique. Mais pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, laissez-moi un peu leur rafraîchir la mémoire. Marie Eklund, vous êtes devenue en 2016 l'une des premières femmes au monde à avoir lancé un fonds d'investissement de plus de 170 millions d'euros. C'est à peu près 200 millions de dollars, avec Daphne, un fonds européen spécialisé dans l'économie numérique. Vous êtes également la cofondatrice de France Digital, une association réunissant des fondateurs et des investisseurs pour développer l'écosystème numérique français. Mais depuis 2018, et on va dire depuis les années 2000, vous avez une idée qui vous trotte en tête. Vous voulez faire plus, vous voulez rendre compte de l'innovation, vous voulez qu'elle soit systémique, c'est-à-dire vous voulez changer les systèmes et créer une nouvelle structure, et cette structure, eh bien, vous l'avez créée et elle s'appelle 2050. Est-ce que vous pouvez brièvement nous la présenter ? Oui, bien sûr. En fait, tout au long de mon parcours d'investisseur, donc depuis les années 2000, j'ai compris la puissance de l'argent. C'est-à-dire qu'on se dit tout le temps en tant qu'investisseur que quand on investit, on prédit le futur. Mais en réalité, ce qu'on constate quand on le fait, quand on le manipule, c'est qu'on est en train de façonner le futur. Donc ça n'est pas du tout la même chose. Quand on met beaucoup d'argent dans des sociétés qui emmènent, ou dans des entreprises qui emmènent la société dans cette direction, il y a beaucoup plus de chances qu'on finisse par aller par là que si on met l'argent pour aller dans cette autre direction. Et donc quand on comprend ça, on se pose assez vite la question de très bien, mais à quoi est-ce que moi je veux contribuer ? C'est-à-dire, quelle est la société dans laquelle je pense qu'il faut qu'on vive dans 5, 10, 15, 20 ans ? Quels sont les grands problèmes que je constate aujourd'hui et donc les solutions qui existent qui permettraient de les résoudre, et plus grands les problèmes, plus profitables les entreprises, on va dire. Donc en fait, le vrai sujet, c'est de se poser en se disant quelle est la direction et la société dans laquelle je pense qu'il faut qu'on vive en 2050, quels sont les problèmes qui nous empêchent d'y aller, et comment on finance les solutions qui nous y emmènent. Et donc toute l'histoire de 2050, c'est de repenser un produit financier qui nous permette de faire ça. Et avec 2050, vous avez 5 objectifs d'investissement. Quels sont-ils ? Du coup, la réflexion, c'est 2050, dans quel futur veut-on vivre ? On s'est dit on veut vivre dans un futur fertile, c'est-à-dire qu'il soit évidemment créatif, productif, mais aussi évolutif, qui s'adapte naturellement aux grands changements, qui soient sociétaux, qui soient technologiques, qui soient environnementaux, et qui soit dans cette diversité, dans cette multilocalité, parce qu'on se rend bien compte que toute cette idée de standardisation, d'industrialisation à tout prix n'est pas la réponse aux problèmes que l'on rencontre. Et du coup, quand on se pose ça comme objectif, on se dit, en fait, les 5, quand on le décline quelque part dans des objectifs plus précis, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y en avait 5 à atteindre et qui constituent donc la base de notre stratégie d'investissement, qui sont le premier, qu'on mange tous de manière saine. Le deuxième, qu'on puisse habiter la terre et produire de manière durable, donc évidemment toute la décarbonisation des industries. Le troisième, c'est qu'on puisse prendre soin de notre santé au quotidien, donc santé mentale, santé physique, dans un monde connecté où le rapport au travail change, où l'environnement autour de nous change. Quatrièmement, qu'on puisse faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse y contribuer à ce futur fertile, puisque nous, plus on creuse les sujets, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais elles ne sont pas dites, elles ne sont pas enseignées, et c'est très difficile d'agir sur ce qu'on ne comprend pas. Donc il y a un vrai sujet à la fois d'éducation, mais aussi de
culturelle, quels sont les nouveaux rôles modèles, comment est-ce qu'on peut finalement créer cette dynamique qui nous donne envie d'aller dans cette direction-là. Et le 5e objectif, c'est de remettre la confiance à la fois au cœur des économies, avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques, un système bancaire qui permet de financer le long terme, mais aussi un système de médiatique ou de l'information qui permet que les démocraties fonctionnent, parce que quelque part, on a juste confiance dans ce que l'on sait, dans ce que l'on dit, et voilà. Donc c'est holistique, comme vous le voyez. Ces 5 objectifs sont liés, et c'est avec une idée en tête que vous avez mis en place ce projet, l'idée que la transformation numérique et la transformation durable, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Quelles sont les différences, selon vous, entre ces 2 transformations que vous avez vues, que vous avez vécues, et finalement que vous avez pu observer ici en France, mais aussi à l'étranger ? Tout à fait. C'est-à-dire que, donc, moi, vous l'avez compris, ça fait depuis les années 2000 que je fais ce métier d'investisseur et j'ai commencé par financer la transformation digitale. Et aujourd'hui, je vois que, en fait, c'est une autre transformation qui est là, qui arrive et qui porte certains. Il y a certaines caractéristiques qui sont les mêmes. Les caractéristiques qui sont les mêmes, c'est que l'un des principaux moteurs, ce sont les changements de comportement individuel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est en train de repenser notre consommation pour qu'elle aille vers plus de local, vers plus de responsables. Donc il y a un sujet de repenser sa consommation, mais aussi ses choix professionnels. Les jeunes talents aujourd'hui, ils sont beaucoup plus attirés par des entreprises à mission ou qui sont porteuses de solutions plutôt que de continuer à reproduire les mêmes problèmes, quoi. Et on le voit que c'est un levier de recrutement finalement, Absolument. l'impact. Absolument, c'est très clair. Et le dernier, dans les comportements individuels, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent que quand elles ont à placer leur argent, qu'elles veulent le placer là aussi du côté des solutions et pas du côté des problèmes. Donc ça, c'est la même dynamique que le numérique. Ça vient de chacun d'entre nous, d'un changement de comportement individuel. En revanche, il y a 2 choses qui sont extrêmement différentes par rapport au numérique. La première, c'est que c'est complètement accéléré par des facteurs exogènes. Et ces facteurs exogènes, ils sont... Ça veut dire quoi, exogène, pour ceux qui n'ont pas suivi? En fait, des facteurs qui sont hors de notre contrôle. Exactement. Donc, il y en a 3. Le premier, c'est la nature, c'est-à-dire le réchauffement climatique, qui, on voit à chaque été, on se rend compte à quel point on doit s'adapter en termes de comportement, que les entreprises font face à des problèmes qu'elles n'avaient pas vécus avant et de plus en plus rapidement, etc. Donc, le premier, c'est le réchauffement climatique. Le deuxième, c'est la situation géopolitique. Aujourd'hui, on ne peut plus penser toute sa chaîne de valeur en se disant que on n'est pas. La situation géopolitique a changé, qu'elle doit être nos relations avec des fournisseurs chinois, avec les fournisseurs russes. Et on ne peut pas vraiment prévenir, nous, et se préparer pour ce qui va arriver. Non, en fait, ça veut dire qu'il y a une question de penser sa chaîne de valeur en résilience. C'est-à-dire de diversifier ses risques, de ne pas avoir un endroit où il y a un risque tellement important que si ça pète, ça pète. Donc il y a un vrai sujet de résilience. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, si je résume de manière familière. Exactement. Et puis le troisième facteur qui est un peu en dehors de notre contrôle, c'est la réglementation, et qui, dans le numérique, était un frein. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment toutes les startups qu'on disaient on ne peut pas faire telle ou telle innovation parce qu'on est bloqué par la réglementation sur les données ou sur ci ou sur ça. Mais alors que dans la transformation durable, en fait, l'accélère. Et notamment la réglementation européenne. Je veux dire, à partir de 2024, elle va forcer tous les financiers à rendre des comptes sur l'empreinte carbone de tout leur portefeuille, donc de tous leurs investissements. À partir de 2025, toutes les entreprises cotées vont devoir publier leur empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur. Donc, elles poussent, en fait. Donc, ça accélère beaucoup cette transformation durable. Et en fait, il y a une deuxième chose qui, du coup, est très prégnante dans la manière d'appréhender cette transformation par rapport au numérique. C'est que le numérique, on pouvait se dire, je transforme mon entreprise de manière assez périmétrée, où je fais un site web, un site de e-commerce pour pouvoir aller chercher ce chiffre d'affaires de distribution en ligne. Je vais utiliser des outils de productivité interne. Donc, c'était assez périmétré, la transformation numérique. On pouvait se bouger tout seul, finalement. Exactement. Alors que le durable, pas du tout. Parce qu'il suffit de reprendre juste l'empreinte carbone. En fait, l'empreinte carbone d'une entreprise dépend de celle de ses fournisseurs. Elle dépend de finalement ce que les clients vont faire de notre produit. Donc, elle dépend de la chaîne de valeur. Donc, il faut penser sa propre transformation en coordination avec
sa chaîne de valeur avec ses fournisseurs, avec ses clients. Et donc, on est en dépendance et c'est une pensée qui, du coup, est beaucoup plus écosystémique et sur des bascules de marché que ce qu'on avait fait sur le numérique. Vous m'avez confié, Marie Eklund, une phrase extrêmement déculpabilisante dans la préparation de cet entretien. Alors, je me dois de la partager avec notre public, ça va vous faire du bien. Vous m'avez dit « Personne ne sait comment faire parce qu'on est en train de l'écrire ». Qu'est-ce que concrètement ça veut dire pour vous ? En fait, je pense que c'est le fait d'avoir vécu la transformation numérique du coup qui me permet de dire ça, puisque aujourd'hui, on a des bonnes pratiques en l'an 2023 qu'on ne pouvait pas imaginer en l'an 2000 qu'au démarrage. Donc, comment est-ce qu'une entreprise est agile ? Maintenant, on a des méthodes, on a des sprints, on a plein de choses. Qu'est-ce qu'on doit mesurer comme données pour optimiser tout ? Donc, on a aujourd'hui des indicateurs, des méthodologies, des pratiques qui sont devenus des standards. Aujourd'hui, sur la transformation durable, c'est comme si on était en l'an 2000 de la transformation numérique. On n'a pas ces outils-là. Donc, on est tous en train d'expérimenter des choses, de mettre en place des standards, de penser quels sont, par exemple, rien que les indicateurs de performance environnementale et sociale ou d'impact. On n'a pas aujourd'hui de standards pour mesurer l'impact de manière simple et de manière univoque ou uniforme et incontestée sur les différents secteurs. Mais ce qu'il faut, c'est investir. En fait, on est en R&D de ça. Et donc, il faut le savoir et, en revanche, être dans une dynamique où on essaye des choses et où on partage. Parce qu'on a besoin que ça aille très vite. Et si on veut créer des standards, c'est pour ça que cette notion de chaîne de valeur est super importante aussi. C'est qu'on a besoin que ces expérimentations soient partagées, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, ça nous permet d'accélérer notre propre compréhension des enjeux et d'aller plus vite. Tatiana Djama, vous êtes aussi en accord avec cette vision-là. Le temps presse et il faut agir. Vous êtes la cofondatrice de Sista et la fondatrice de Sista Fund. En guise d'introduction, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer la différence entre ces deux structures avant qu'on entre dans le concret et avant qu'on parle de Sista Fund ? Bien sûr. Et je suis évidemment d'accord avec la vision de 2050 et de Marie. Et je pense que Marie a été une des premières à être aussi visionnaire et aussi courageuse. On est dans un univers qui, by design, ne supporte pas le changement. C'est un monde financier extrêmement traditionnel. J'ai eu la chance cette année de m'y confronter en grande naïveté. Et je pense que Marie, ça fait une dizaine d'années quand même qu'elle pousse justement un engagement, un alignement entre les entrepreneurs et les investisseurs. Énormément de choses qui, moi, m'ont beaucoup inspirée dans la construction de Sistafan. Et donc, je suis non seulement en accord, mais aussi extrêmement admirative. Et je pense qu'on a besoin de plus de Marie dans nos vies. La différence, donc, moi j'étais entrepreneur pendant 14 ans, c'était merveilleux. Je considère que je le suis encore un peu, même si je suis passée du côté investisseur. Et donc, ce qui s'est passé pendant ma vie d'entrepreneur, c'est que, étant une femme, on m'a souvent demandé ce que ça faisait d'être entrepreneur et femme, ce que ça faisait d'être entrepreneur et mère de famille, comment est-ce que je gérais ma routine beauté. Promis, c'est pas les questions que j'ai écrites aujourd'hui pour vous. Hein. Ah non, mais je ne connais pas les questions, vous n'avez pas voulu nous les donner. Et donc, bon, bref, un certain nombre de questions un peu absurdes et je me suis posée au fur et à mesure de ma vie d'entrepreneur de plus en plus de questions autour de cette thématique du genre et de l'entrepreneuriat. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait au fond une telle pauvreté intellectuelle autour du débat, parce que le clivage que crée le genre est assez terrible. Le genre préexiste à tout, c'est-à-dire que quand vous tombez enceinte, la première chose qu'on vous demande, c'est une fille ou un garçon. Comme si ça avait... Voilà. Et en général, en fonction de si vos mères ont travaillé ou pas, si vous êtes femme au foyer, ou si culturellement vous venez d'un pays ou d'un autre, vous n'allez pas avoir le même avis. Et donc l'idée était d'essayer, à travers notamment la data, d'annuler le bruit qu'il y a autour de ce clivage, autour de ce clash à chaque fois. Je ne sais pas si ça vous arrive en dîner en ville, de parler du genre, et à chaque fois, on ne sait pas pourquoi, c'est complètement explosif. Donc moi, l'idée était de se dire avec Sista, comment est-ce qu'on arrive à mesurer, comment est-ce qu'on arrive à compter, comment est-ce qu'on arrive à compter les femmes pour que les femmes comptent. Et dans cette logique, on s'est mis à faire un certain nombre d'études et on a découvert qu'il y avait, sur les 10 dernières années, uniquement 2% de l'argent du venture, donc de l'argent qui finance l'innovation, qui était allé à des équipes féminines. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément interloquée. J'ai eu la chance d'entreprendre très tôt. Et avec mon associé, on avait levé, vendu notre première société à Amazon. On avait l'impression qu'entreprendre était vraiment facile, on va dire, pour les femmes en France. Et on a réalisé que pas du tout. Et donc, on a découvert ce qu'on appelle le funding gap, donc la différence de levée de fonds entre les femmes et les hommes entrepreneurs.
Et avec un certain nombre de femmes entrepreneurs, de femmes investisseurs, dirigeantes, on a lancé un mouvement qui s'appelle Sista en 2018, qui a pour but de faire émerger une génération de leaders diversifiés avec une logique très data-oriented. Et donc aujourd'hui, on a 3 pôles. Un pôle data où on fait un certain nombre d'études, parce qu'il n'y a pas de data sur le sujet. Donc si vous cherchez des chiffres, ils sont à disposition et ils sont publics aussi, on peut Bien aller les sûr, regarder. bien sûr. Ça permet aussi de motiver les investissements, ça permet de motiver les actions d'engagement. Et peu importe dans quelle entreprise vous travaillez, si vous avez envie de vous engager sur ces questions, vous pouvez utiliser ces chiffres comme argument. Oui, avec plaisir. Pour Enfin, convaincre. l'idée était vraiment en fait de construire toute une logique très open source et donc tout est sur notre site. On travaille avec le BCG essentiellement, toutes les données, les stats, les éléments Le de BCG? langage. Le Boston Consulting Group, pardon. Et donc tout est évidemment sur le site. Et l'idée, c'est de la même façon où nous, on s'éduque. On a aussi envie de partager cette phase parce que je pense que, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Je ne connaissais rien au genre et à l'investissement il y a quelques années. Et je me suis éduquée donc avec des livres, un peu dans une logique d'advocacy à l'américaine. Et je pense qu'aujourd'hui... Le plaidoyer, l'advocacy. De plaidoyer, pardon. Et je pense que la réussite de Sista est liée au fait qu'on l'a co-construit. On l'a co-construit avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, donc avec des gens comme France Digital, qui est un lobby, pardon, je ne sais pas comment on peut le décrire, France Digital, qui est un lobby numérique français, qui a été cofondé par Marie Eklund, et avec aussi les investisseurs. Enfin, voilà. Et la première étape était de faire une charte où l'idée était d'engager les investisseurs pour qu'ils investissent plus dans des équipes portées par des femmes. Alors, vous avez parlé de Sista. Parlons maintenant de Sista Funds, qui est un fonds d'investissement doté de 100 millions d'euros, destiné aux startups comptant au moins une femme dans leur équipe fondatrice. Mais il y a une légende qui vous colle un peu à la peau, celle qui dirait qu'en gros, l'argent de votre fonds ne va qu'à des femmes. Sauf que concrètement, c'est faux et c'est même presque impossible. Oui, alors effectivement, Sista est une association loi 1901 qui est gérée par une équipe indépendante et moi j'ai lancé donc Sista Fund qui est un fonds d'investissement agréé par l'AMF qui a un objectif, on n'est pas encore au 100 mais on y arrive vite, qui a un objectif de 100 millions et qui finance dans une logique d'accélérer l'égalité homme-femme. Donc l'idée c'est de faire de la performance mais aussi d'accélérer l'égalité homme-femme et pour faire ça on ne va pas financer que des femmes, on va financer des femmes et des hommes et donc on a un critère de 30% puisqu'on considère que 30% c'est le pourcentage à partir duquel on s'exprime en tant que communauté et pas en notre propre nom. Donc il faut 30%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un critère de 30%, concrètement? Alors, pardon, j'ai du mal à être didactique, mais les vacances ne sont pas C'est très pas loin. grave, on est là pour ça. Et donc en fait, on a dans une entreprise, on a ce qu'on appelle une table de capitalisation. Dans une table de capitalisation, il va y avoir... C'est quoi une table de capitalisation, tout d'abord? Ah oui, alors... Marie Eklund, vous pouvez venir à son secours, hein, n'hésitez pas. C'est la part de chaque actionnaire. Okay. D'accord, donc la part de chaque actionnaire, c'est plus clair. Et donc il y a une entreprise, il y a 100% des parts. Les cofondateurs vont avoir, 50% des parts. Les investisseurs et les business angels vont avoir le reste. Et donc moi, l'idée, c'est que je n'investis pas dans des sociétés où il y a 100% d'hommes, puisque l'idée est encore une fois d'accélérer l'égalité homme-femme à travers l'accès au financement. Et donc je finance des équipes, ce que j'appelle gender balanced. Donc avec une logique de parité, sachant que donc le critère est de 30%. Et donc on investit dans des entreprises, on investit dans à peu près 6 entreprises aujourd'hui, et elles sont cofondées par des femmes et par des hommes, mais en tout cas essentiellement par ce qu'on appelle des founders, donc des entrepreneurs assez exceptionnels. Je rends à César ce qui lui appartient. Tatiana Jama m'a soufflé une question très intéressante pour vous, Marie Eklund, que je vais lui reprendre. Est-ce que lever des fonds pour Daphne, votre premier fonds qui était spécialisé dans l'économie numérique, a été aussi difficile, compliqué que lever des fonds pour 2050, qui est un fonds pour des projets à impact? Est-ce que c'est la même chose? Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Ça a été beaucoup plus facile pour Daphne, mais je pense que la raison n'est pas le sous-jacent, c'est-à-dire la raison, c'est l'innovation du produit 2050, beaucoup plus que le fait qu'on investisse dans des entreprises à impact. Je vais m'expliquer autrement. La finance, la manière, la plupart du temps, dont les décisions financières sont prises, c'est beaucoup en regardant ce qui a marché dans le passé. Donc, on regarde les performances historiques, donc c'est les données historiques de performance financière. Qu'est-ce qui a rapporté beaucoup d'argent?
Donc la plupart du temps, les investisseurs vont regarder ce qui a ramené beaucoup d'argent dans le passé et prendre des décisions aujourd'hui en essayant d'optimiser pour le futur ce qui va ramener beaucoup d'argent. Donc c'est un peu ça, je simplifie à outrance, hein, donc il y a plus de subtilité que ça, vous ne m'en voulez pas si je simplifie, mais c'est cette dynamique-là que je veux illustrer. Or, nous sommes sur un produit parce que je suis persuadée, et nous le sommes collectivement au sein de 2050, que pour financer la transformation durable, on a besoin d'innovation financière, de nouveaux produits financiers qui permettent de financer justement, comme c'est une transition de filière, des entreprises sur toute la chaîne de valeur, donc pas uniquement des entreprises qui font des logiciels, mais aussi des entreprises qui vont changer le type de produits, le type de matériaux qu'on produit, donc des startups industrielles, des startups d'infrastructures, des startups technologiques, des startups d'économie circulaire. Toute la chaîne de valeur, on a besoin de la faire transitionner, donc on a besoin d'avoir un produit qui est en capacité de financer ces différents types d'entreprises, mais aussi à des stades d'investissement qui sont différents, parce qu'un écosystème, c'est des petites entreprises qui sont très innovantes, mais aussi des entreprises plus matures qui peuvent impulser du changement aussi à différentes étapes. Et ça, on a besoin de temps. Parce que ce n'est pas en 5 ans que ça va se passer, ce n'est pas en 7 ans que ça va se passer. Et donc, on a pensé, nous, un produit financier qui est ce qu'on appelle evergreen, et donc qui est ouvert dans le temps et qui permet de donner ce temps-là aux entrepreneurs et donc d'aligner parfaitement les intérêts avec eux, de ne pas forcer une liquidité à court terme, d'aligner aussi les intérêts de nos investisseurs parce qu'ils sont tous au même endroit, on a un seul fonds. Donc les gens qui rentrent aujourd'hui, ils deviennent investisseurs de notre portefeuille actuel, donc d'entreprises comme Sweep ou comme Pebble qui fait du ciment décarboné, etc. Et ça, c'est un produit nouveau. Donc il n'y a pas de données historiques de performance. Nous, on a en tant qu'investisseurs, moi à titre personnel par exemple, ou Olivier Mathieu qui est aussi gérant financier du fonds, de très bonnes performances historiques d'investissement sur le numérique, mais pas dans un produit comme ça. Et donc l'industrie financière nous voit comme un nouveau produit sur lequel il n'y a pas de données historiques, et donc ils ne savent pas prendre des décisions autrement que des décisions stratégiques d'innovation. Donc on ne correspond pas, je dirais, à des classes d'actifs existantes. C'est une nouvelle classe d'actifs. Vous ne rentrez pas dans les cases, finalement. Donc on ne rentre absolument pas dans les cases, et c'est ça, principalement, qui rend la décision d'investissement et donc la levée de fonds difficile, beaucoup plus que on aurait fait un fonds classique avec notre track record juste sur des entreprises numériques qui accompagnent la transformation durable, on aurait levé beaucoup plus d'argent beaucoup plus vite. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, je pense que ce n'est pas ça qui permettra de tirer profit des meilleures opportunités de la transformation durable. Je pense qu'on a besoin de temps et qu'on a besoin de cette logique écosystémique. Vous ne rentrez pas dans les cases ici en France, mais ce qui est intéressant avec vos deux profils, c'est que vous avez toutes les deux travaillé à l'étranger, que vous avez une vision sur ce qui se passe aussi dans les autres pays européens et même aux États-Unis. Et je pense que c'est intéressant parce que vous êtes vraiment toutes les deux des visionnaires dans l'investissement à impact, la finance à impact. Comment ça se passe à l'étranger? Quels constats avez-vous fait? Et comment est-ce que vous vous en inspirez au quotidien pour vos pratiques? Alors effectivement, on est un petit peu en retard en France et en Europe sur l'investissement à impact, et en même temps, je pense que comme Marie le disait, on est en construction, donc tout le monde essaye quand même de trouver la meilleure façon de faire. Moi, sur ce que je fais, c'est-à-dire que l'idée, encore une fois, c'est de se dire que l'entrepreneuriat est finalement une chance assez exceptionnelle, que c'est finalement le plus bel ascenseur social, dans le sens où traditionnellement, on arrive sans code, sans forcément d'études, et finalement on peut entreprendre, ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, un peu moins en France, mais globalement, l'entrepreneuriat a toujours été quand même un ascenseur de mobilité, et que la surfinanciarisation justement de cette économie a finalement cassé cet ascenseur, notamment parce qu'on fonctionne dans une logique de track record ou de diplôme. Donc, c'est-à-dire qu'en France, on a plus facilement... Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ces deux termes? Le track record? Ouais. Alors, le track record, c'est le fait d'avoir déjà eu des succès passés pour prédire des succès à venir. Donc, typiquement, à partir du moment où Marie a financé une très belle entreprise comme Criteo, les investisseurs LP, donc ceux qui financent les fonds, vont se dire qu'elle va pouvoir dénicher les futures pépites. C'est ça? Ça paraît... et donc, dans une logique de track record, mais aussi de diplôme, puisque la France est quand même
très, très orientée vers les diplômes, on va plus facilement financer des hommes blancs qui sortent d'HEC. Je dis ça sans aucune véhémence que je sorte aussi d'HEC. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne laisse pas la place à avoir des femmes ou de la diversité qui finalement peut, grâce à l'entrepreneuriat, gagner sa vie. On parlait tout à l'heure de diversité territoriale avec nos autres invités. C'est vraiment un facteur qu'il faut prendre en compte. Marie Eklund, vous, votre vision avec ce que vous avez vu à l'étranger? Oui, alors nous, on est très centré vers les Nordiques, qui sont, à mon sens, les plus avancés en Europe et même, je pense, dans le monde sur la transformation durable et la pensée systémique. C'est là où la plupart des nouveaux fonds de Climate Tech, par exemple, naissent. Donc il y en a beaucoup au Danemark, il y en a beaucoup en Suède, il y en a beaucoup en Finlande. Et c'est souvent, comme disait Tatiana, des anciens entrepreneurs qui ont fait fortune et qui maintenant se disent « je veux que cet argent-là, il serve à régler les problèmes que je vois ». Et donc, il y a des fonds comme Pale Blue Dot qui ont été montés par quelqu'un qui s'appelle Hampus Jakobsson en Suède. Le fondateur de Unity vient de lancer un fonds qui s'appelle Transition Climate, qui est fondé sur les limites planétaires. Donc, toute la méthodologie de mesure de l'index, ils appellent ça le Earth Impact Index, qui a été fondé par le Stockholm Resilience Center, qui est l'un des premiers et des plus avancés laboratoires de recherche transdisciplinaire, parce que l'une des difficultés, en fait, c'est que c'est de la transdiscipline. C'est-à-dire que tous les sujets sont tellement interconnectés et tellement holistiques qu'on a besoin de les accéder d'une manière beaucoup plus systémique, alors que tout le numérique et historiquement, on a été beaucoup sur la spécialisation et creusé. Donc l'idée d'appréhender un sujet de manière en se disant, en fait, le sujet de la transition agricole, c'est aussi un sujet de santé, puisque en fait, notre santé n'est pas en grande partie de ce qu'on mange, et que aujourd'hui, le fait que ce soit de la nourriture complètement transformée, ça crée des problèmes de maladies chroniques et des problèmes de santé publique, et donc on doit aussi prendre en compte le fait que si on accompagne la transition agricole, on règle aussi on peut régler plusieurs problèmes à la fois. Ça peut bénéficier à la réduction des gaz à effet de serre. Ça peut contribuer au fait de stocker du carbone dans les sols si les sols, on arrive à leur redonner un peu plus de vie et de capacité à capter du carbone, à restaurer cette capacité-là. Mais ça aussi peut contribuer entre les différentes thématiques de l'impact. Exactement. Et donc cette vision systémique, ce que j'essaye de décrire là, elle a été, d'un point de vue recherche, portée beaucoup par des instituts de recherche scandinaves, et notamment le Stockholm Resilience Center, qui a mis en place cette notion de planète, de limite planétaire, qui est l'une des références aujourd'hui. Et elle est très utilisée aujourd'hui par des fonds, des nouveaux types de fonds qui se lancent et qui se lancent autour de cette pensée, en intégrant cette pensée systémique. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, toutes les deux finalement, pour se dire que c'est possible, il faut encore qu'on nous montre la voie. Et en fait, la voie, elle est un peu tracée par d'autres pays, mais on a tendance à ne pas aller regarder ce qui se passe à l'extérieur sur les thématiques de RSE, comme c'est très très novateur. Et vous le faites toutes les deux. On arrive à la conclusion de cette table ronde qui a été bien entendu trop courte, mais on vous retrouvera sur Care News sans aucun doute. Je vous en fais la promesse. J'aimerais terminer parce que vous n'avez pas toutes les deux l'occasion souvent d'être visibles, de parler impact et de parler financement à impact. Quel message aimeriez-vous délivrer aux dirigeants, dirigeantes qui se trouvent aujourd'hui face à vous, au MEDEF, sur les sujets qui vous sont chers? Avec quoi vous avez envie qu'ils repartent aujourd'hui? Tatiana? Merci. Mais juste pour terminer, parce que je n'ai pas cité les deux fonds que je voulais citer, notamment sur la logique d'inégalité. Et il y a un fonds que j'aime beaucoup qui s'appelle No Label au UK, qui a été lancé par un Libanais ex-KKR qui finance uniquement des premières générations d'immigrés. Et je trouve ça assez génial de se dire finalement pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir sur une classe particulière qui n'a finalement pas accès au même financement, un financement dédié, sachant qu'ils considèrent, et on considère tous évidemment qu'il y a une résilience particulière chez ces founders-là, donc chez ces entrepreneurs-là, et donc c'est intéressant de les financer. Et il y a des fonds aux États-Unis, notamment autour de la communauté noire, qui financent exclusivement ces communautés, puisque c'est des communautés qui sont très peu financées. Les chiffres de l'année dernière, c'est à peu près 0,2%. Donc
donc ça reste ridicule. Et donc ce que je voudrais dire, je pense que souvent, quand on pense impact, on pense qu'on va avoir une performance qui est moindre, on va penser à la philanthropie, alors que je pense qu'on est arrivé dans un monde où on n'est plus dans une logique de for et de non-profit. On a un alignement du for et du non-profit qui est possible. Et aujourd'hui, encore sur l'association, donc Sista, l'idée évidemment d'un point de vue systémique, d'arriver à faire bouger les choses et d'avoir un écosystème qui est un peu plus diversifié. Mais sur le Sista Fund, et je l'assume complètement, je suis dans une logique de performance. Et donc, l'idée est d'arriver à prouver, sachant que toute la littérature scientifique le prouve, que la diversité génère de la performance. Et donc aujourd'hui, en ayant investi dans 6 boîtes et plus tard dans une trentaine, l'idée est de se dire que ces 30 boîtes menées par des équipes paritaires sont surperformantes par rapport aux autres. Donc je vous dirais de venir nous voir et d'investir évidemment dans les femmes et dans Sista Fund, puisque nous sommes toujours enlevés. On peut faire de l'argent et de l'impact en même temps. On conclut comme ça en beauté. Marie-Eklund, avec quoi vous avez envie qu'on reparte aujourd'hui ? Cette idée-là, elle est très bonne, hein, celle que Tatiana vient d'énoncer, cette idée qu'il faut sortir des modèles gagnants-perdants, en fait. Et nous, on a un mot assez simple pour ça, que tu as utilisé, qui est l'alignement. Et je vais terminer sur ce mot. L'alignement, c'est un mot français, en fait. C'est comme entrepreneur. Il vient du Moyen-Âge et il a 3 significations. Et en fait, la première, c'est on se tient droit. C'est-à-dire que ça part de chacun d'entre nous, avec la volonté de retrouver en fait cet alignement personnel. On se tient toutes plus droite, du coup. La deuxième signification de ce mot, c'est la ligne. Donc c'est un alignement de ses intérêts économiques en tant qu'entreprise, donc de repenser son modèle économique, mais pour qu'il soit aligné avec sa chaîne de valeur, son propre écosystème, mais aussi la société et aussi la planète. Donc il y a vraiment cette notion de comment on crée un modèle gagnant-gagnant avec l'écosystème autour de moi, en allant de proche en proche, en fait. D'abord, mon entreprise, donc quel est le modèle économique, ma chaîne de valeur les plus proches, ensuite la société, la planète, donc de se garder cette direction-là. Et là où c'est magnifique, c'est qu'il y a une 3e signification à ce mot, qui est la lignée. C'est le temps, en fait. C'est qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. C'est les générations futures. Et quand on a ça derrière, c'est là où on permet de se dire, du coup, comment est-ce que je mets en place une gouvernance en termes de la manière dont on prend les décisions et la manière dont on maintient cette gouvernance-là dans le temps, au niveau du conseil d'administration ou au niveau de ces organes de décision dans l'entreprise, pour que je sois là ou pas, toujours dans ce que moi j'ai voulu entreprendre. Et moi, à titre perso, depuis que je suis dans cette dynamique-là, et qui crée du coup une manière de prendre des décisions où on se dit où est-ce que je vais aller, et du coup, quelles sont les décisions que je dois prendre maintenant, qui permet en fait de ne pas être dans cette reproduction du passé et d'être vraiment dans le fait d'embrasser ces opportunités-là et de les penser dans un modèle où c'est bon pour soi, mais c'est bon pour le monde aussi, et se dire que c'est possible. Eh bien, je pense que j'ai beaucoup plus de puissance et d'impact que je n'ai jamais eu. Voilà. Et donc, je vous incite vraiment à ce réalignement qui est incroyablement joyeux et puissant. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues nous parler investissement, finance et impact ce matin sur la scène Engagez-vous de la REF 2023.